Bonjour, je m'appelle Olivia Chevalier, je suis docteur en philosophie, professeur lettres et philosophie à Maï Prépa, en sciences humaines aux Ponts et Chaussées et en philosophie politique à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Alors aujourd'hui, on va analyser le sujet qui est tombé cette année à HEC, à savoir aimer et se perdre. Alors, on a tous en tête l'expression aimer éperdument. Alors, ça signifie que lorsqu'on aime, le sentiment est si fort que l'on peut être victime d'un abandon de soi comparable à une ivresse qui peut nous conduire à nous perdre, c'est-à-dire y compris à notre perte. Ça peut être notre déchéance, pire, notre mort évidemment, ou plus simplement ce qui est la perte de ce qui nous définit, c'est-à-dire la raison. Dans ce cas-là, perdre la raison, c'est évidemment plonger dans la folie. Ici, on pouvait penser évidemment au poème La Croix pour l'ombre de Louis Aragon, un extrait du recueil Le Fou d'Elsa, dans lequel il dit « Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, et n'avoir plus que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, etc. etc. » Donc on absolutise celui qu'on aime, évidemment, c'est une folie qui s'infiltre. Alors, justement, ça c'est évidemment une première approche, c'est ce à quoi on peut penser de prime abord, mais il faut maintenant analyser les différentes facettes du sujet. Et la première chose, évidemment, c'est l'expression « se perdre ». Se perdre signifie plusieurs choses. Tout d'abord, en un premier temps, se perdre, c'est s'égarer, se leurrer, s'illusionner. Dans cette situation, de ce fait, nous nous trouvons incapables de distinguer entre le vrai et le faux, entre le juste et l'injuste, entre le bien et le mal. Ce qui arrive par exemple à Phèdre, dans la pièce de Racine. Bref, cela renvoie à un égarement, et on peut penser ici, évidemment, à l'amour rend aveugle, c'est-à-dire aveugle aux valeurs, aveugle à celui qu'on aime, aveugle à la réalité, etc. etc. Alors, je pensais à une référence, des travaux d'un neuropsychologue et chercheur canadien qui s'appelle Dave Ellenberg, qui est surtout connu en fait pour ses travaux sur les commotions cérébrales. Et dans une étude donc, de 2021, il a montré que le fait d'être amoureux active les mêmes régions du cerveau que la drogue, ce qui veut dire que ce sont les mêmes réseaux de neurotransmetteurs qui sont à l'œuvre, et que ce sentiment amoureux libère des molécules chimiques euphorisantes, on sait, l'adrénaline, la dopamine, l'ocytocine en particulier. Par ailleurs, ça c'est intéressant aussi, le sentiment amoureux désactive des régions du cerveau qui sont liées d'une part à la dépression, d'autre part à la peur et à l'agressivité, et également au jugement critique. Et voilà, on y est, on a compris que ici, évidemment, cette absence, en tous les cas cet amoindrissement qui est d'autant plus grand que le sentiment est fort, du jugement critique, serait la cause, ou l'indice plutôt, de cette cécité dont l'amour est l'origine. Donc ça c'est le premier sens, se leurrer, s'illusionner, etc. Mais se perdre, ça peut vouloir dire également quelque chose de beaucoup plus radical, c'est-à-dire la mort. Alors, quand on se perd soi-même par amour de quelqu'un ou de quelque chose, on verra, ce peut être le suicide, par désespoir, ou par sacrifice. C'est-à-dire quand on considère que ce pourquoi on perd sa vie vaut plus que nous, c'est-à-dire nous dépasse. Alors pour le premier cas, le suicide, on pensera évidemment à l'incontournable œuvre de Goethe, Les souffrances du jeune Werther, de 1774. Et pour le second, on peut évoquer les passions de l'âme de Descartes, notamment dans son article consacré à l'amour, c'est-à-dire l'article 82, dans lequel il dit qu'un bon père est celui qui se sacrifierait pour ses enfants dans la mesure où il pense que le tout qu'il forme avec eux, dans ce tout-là plutôt, il n'en est pas la meilleure partie. Il n'en constitue pas la meilleure partie. Ou encore, allez, troisième acception, se perdre peut signifier perdre notre personnalité, perdre notre identité, c'est-à-dire être dans un processus d'identification qui fait que finalement c'est ce qu'on aime qui nous constitue et nous fait perdre notre substance
singulière, si tant est que la substance et la singularité aillent ensemble. Mais ça, c'est un problème de métaphysique qu'on n'abordera pas ici. Bien, alors maintenant, ça, c'est se perdre. Première chose qu'on devait voir. Seconde chose, maintenant, au-delà de ce que se perdre signifie, un autre aspect doit être considéré, évidemment, par rapport à quoi et par rapport à qui peut-on se perdre. Là, il s'agit de prêter attention, évidemment, à la relation que cette perte de nous-mêmes entretient avec ce qui nous entoure. Alors, d'abord, par rapport à qui puis-je me perdre? On l'a vu plus haut, ça peut être par rapport à autrui, acception 1, ou ça peut être par rapport à moi-même, acception 2 et 3. On n'y revient pas. Ensuite, par rapport à quoi? Parce qu'évidemment, ce n'est pas forcément par rapport à quelqu'un, par rapport à autrui, ou pour autrui, que l'amour qu'on lui porte peut nous perdre. Ce peut être une cause, ou Dieu, ou la nation. Bref, pardonnez-moi, des entités abstraites, hein, puisque pour l'instant, on n'a pas encore vérifié l'existence de Dieu. Donc, pourquoi des entités abstraites? Parce qu'elles ne renvoient pas, évidemment, à des individus singuliers. Hein. C'est bien pour ça que j'emploie ce terme. Ça, c'était la deuxième chose. Donc, par rapport à qui, par rapport à quoi? Troisième point, enfin, comme le sujet le suggère, et ça, il faut l'interroger, il faut interroger la relation de causalité suggérée par le sujet entre le fait d'aimer et de se perdre. D'où les questions suivantes qui sont corrélatives. Est-ce toujours le cas? Hein, puisque là, on a l'impression que c'est une nécessité, presque une loi de la nature. Ça veut dire, formulé à l'envers, peut-on aimer sans se perdre d'une des façons évoquées? Bref, formulé globalement, aimer implique-t-il nécessairement notre perte d'une façon quelconque? Donc ça, c'est un premier aspect. Le second aspect maintenant, c'est, au-delà de cette analyse formelle, considérons ce que aimer, justement, entraîne concrètement. Aimer implique, on l'a dit avant, et puis on le sait, hein, on n'a pas besoin de l'avoir dit, un rapport à autrui. D'accord? Il nous fait donc sortir de nous-mêmes, en portant nos sentiments, notre attention, nos actions sur quelqu'un d'autre, ou une cause, comme vous voulez. Donc, l'amour consiste en un rapport à autre chose, à une altérité, et à une altérité qu'on peut considérer évidemment comme formatrice. On va prendre un cas très simple, le premier cas, c'est-à-dire le cas du nourrisson. Le nourrisson, il est dans une relation d'abord fusionnelle, puis ensuite d'identification avec la mère, puis le père, et ce qui fait que cette relation constitue un élément évidemment essentiel pour la construction psycho-affective et cognitive de l'enfant. Ici, à part les soins, donc tout ce qui passe par la communication corporelle, on a évidemment le rôle du langage qui est formateur. Si on ne parle pas à un enfant, il ne parlera pas. Bon. Là, j'aurais à l'esprit le stade du miroir de Lacan, hein, avec le rôle spéculaire de la relation à autrui, hein, le langage et aussi les personnes physiques, et le regard surtout d'autrui. Alors justement, un peu plus tard, c'est dans ce que nous voyons dans les yeux de la personne qu'on aime, Eros, ou des gens que nous aimons, par l'amitié, la communauté, que nous nous trouvons, c'est-à-dire que nous nous trouvons ou retrouvons dans le regard d'autrui plutôt que nous nous y perdons. Donc là, c'est l'inverse qui se passe. Aimer, c'est pas se perdre, c'est plutôt se trouver. Donc là, il y a quelque chose, enfin un paradoxe. Un autre élément de cette façon de se trouver soi-même, la procréation. La procréation, qui est souvent liée à un désir amoureux, c'est donner vie à un nouvel être. Mais cet être est une sorte de continuation de nous-mêmes. On s'y retrouve. Ou si on aime son conjoint, oh bah tiens, il a tes yeux. On aime retrouver la personne qu'on aime dans autrui. Donc là aussi, il y a cette transmission et ce prolongement de l'autre par rapport à soi-même qui fait qu'on s'y retrouve. Ça, c'est donc, il y a une petite difficulté, mais justement qui va nous donner une brèche dans laquelle rentrer pour traiter le sujet de manière dynamique et pas en oui-non, évidemment. Alors bien sûr, si l'amour de soi est nécessaire, je ne l'ai pas évoqué pour l'instant, un amour de soi excessif, c'est-à-dire ce qu'on appelle narcissisme, peut nous apporter de quoi conforter cette thèse de la nécessité de la sortie de soi lorsqu'on aime autrui. Car si cette sortie de soi peut être destructrice, on en a parlé, suicide, etc., elle est quand même nécessaire, tandis que rester en soi, dans une logique
de relation exclusive du même au même, comme le dit Platon, est totalement mortifère, parce qu'elle est non fertile. L'explication de Platon sur ce point dans les Lois mérite attention, mais je ne fais que l'évoquer ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a une perte dans sa propre image, dans l'image de soi-même, comme l'illustre le fameux tableau du Caravage, Narcisse, de 1598. Alors, juste un point sur cette référence-là, elle méritait plus que d'être évoquée comme ça en passant. Pourquoi ? Parce que le tableau du Caravage s'inscrit à une époque, la Renaissance, où il y a une émergence du moi. Donc une sorte de... ce moi qui émerge, en fait, entraîne une sorte de fascination pour sa propre image. Et la vie de Caravage elle-même est assez compliquée et elle trouve une explication dans ce tableau. Bien, ça, on a, je pense, un peu déblayé les choses, d'où le problème, qui me semble le plus simple à traiter, puisque aimer suppose une sortie hors de soi, et qui est d'ailleurs le résultat du rapport à autrui, à commencer par le langage. Comment faire pour que cette perte de soi dans l'autre ne mène pas à une destruction de soi ? Ou formulé autrement, on peut formuler, vous voyez, les choses assez différemment. Si aimer entraîne nécessairement une perte de soi, dans quelle mesure cette perte peut-elle être dynamique, formatrice et non négatrice de soi ? Bref, ce que j'aurais essayé de montrer si j'avais eu à traiter ce sujet, c'est l'abolition de soi n'est peut-être pas une fatalité de l'acte d'aimer et d'aimer. Voilà, ce serait la thèse que je défendrais. Mais justement, dans quelles conditions ? Venons-en du coup à analyser ces différentes facettes qui pouvaient donc constituer 3 axes de réflexion. Tout d'abord, aimer conduit à se perdre, car il suppose que nous nous illusionnons. C'est-à-dire qu'il conduit nécessairement à un égarement, lequel consiste en une altération de notre rapport à la réalité. Ici, évidemment, dans l'amour, l'imagination prend le pas sur la réalité. J'ai une référence en tête ici, je prendrai le livre de Raymond Aron, L'opium des intellectuels, dans lequel il montre que le sacrifice de soi pour une cause illusoire, celle d'une idéologie dogmatique dont nous sommes victimes, est évidemment un cas exemplaire. Là, il y a perte de soi, non seulement parce qu'on peut sacrifier sa vie pour une idéologie, mais parce qu'il y a abolition de l'individualité. Et c'est ce que recherche une idéologie qui est toujours totalisante, c'est à nier l'individu. Deuxième référence, j'en ai déjà parlé, l'amour fou de Phèdre, qui conduit à la destruction. Bon. Mais ça, je pense que ça a été étudié par beaucoup d'entre vous en cours. Ça, c'est le premier point. Mais ce sacrifice de soi peut être légitime. On pense à ce que Descartes nous explique dans Les Passions de l'âme au sujet du père, mais au sujet aussi, plus globalement, de l'honnête homme, qui, pour son prince, ira sur le champ de bataille. Descartes lui-même a fait la guerre, il était chevalier, et il a fait plusieurs guerres, donc il sait de quoi il parle. Donc là, ici, évidemment, le soldat, on pense à l'héroïsme tout de suite, au nom de la liberté, qui est le fondement de la dignité individuelle et certainement de la vie sociale si elle veut éviter d'être atrophiée, eh bien l'héroïsme est l'image la plus parlante de cette perte de soi pour quelque chose de plus élevé et de constructeur, évidemment, qui n'est pas une négation. Alors, se perdre en s'illusionnant est donc ambivalent, on le voit, et l'amour ne peut se passer, en réalité, de ce travail de l'imagination. Donc il ne s'agit pas de dire « Ah ben, pour ne pas se perdre en aimant, il ne faut pas imaginer. » On ne peut pas. Quand on aime, évidemment, l'imagination a une part centrale. Donc, il ne fallait surtout pas évacuer l'imagination, mais faire avec, évidemment. Et là, on peut penser à Stendhal. Alors, évidemment, il faut mobiliser l'analyse de la cristallisation de Stendhal, que si et seulement si on la maîtrise. Sinon, c'est une tarte à la crème qui va être extrêmement mal reçue par le correcteur. Alors, dans De l'amour, Stendhal montre que l'idéalisation de la femme aimée peut conduire à quelque chose de nécessaire. C'est-à-dire que quand bien même le processus de cristallisation est l'œuvre d'un travail d'imagination de l'homme qui, finalement, transforme une femme quelconque en une femme extraordinaire, il n'empêche que ça a des effets réels, surtout avec la deuxième cristallisation. Avec la deuxième cristallisation,
la femme aimée est réellement aimée, et ce rapport-là fonde un amour réel. Donc il ne s'agit pas de dire que lorsqu'on aime, parce qu'il y a 2 couches d'imagination par ce processus, alors on est dans l'illusion totale. Non, on n'est pas dans l'illusion. On est peut-être dans l'illusion, mais dans l'illusion qui a des effets réels. Et c'est ça qui importe. Cette idéalisation, évidemment, elle peut aboutir aussi à une absolutisation excessive. Et dans ce cas, se détachant complètement de la réalité peut conduire à la destruction de soi-même ou d'autrui. Là, on penserait à Roméo et Juliette de Shakespeare. Là aussi, bien maîtriser, donner la référence à la scène et à l'acte si possible. Sinon, des jeunes qui s'aiment et parce qu'ils ne peuvent pas être ensemble, ils se suicident. Évidemment, on ne va pas loin avec ça. En tous les cas, qu'est-ce que veut dire Shakespeare ici? C'est que Roméo et Juliette considèrent, parce qu'ils s'absolutisent l'un l'autre, que la vie n'a plus aucun sens. C'est-à-dire qu'elle perdrait son sens et qu'elle n'a plus aucun sens, sans la reconnaissance de leur amour. Parce que c'est ça, ils pourraient le vivre, leur amour. Mais ils veulent qu'il soit reconnu pour exister. Et donc, ils sont aspirés par la mort parce qu'ils ne peuvent pas avoir cette reconnaissance. Par conséquent, ici, au stade où on est arrivé, aimer porte donc indéniablement cette ambivalence. C'est-à-dire l'ambivalence d'une perte qui peut être formatrice, créatrice, mais en même temps une perte qui peut être destructrice. Alors, il n'y a pas de recette. Comment faire pour qu'elle soit constructrice plutôt que négatrice? D'un côté, effectivement, on a donné la vie, être dans l'exaltation des sentiments, qui sont des moteurs, bien sûr, de la vie. Et de l'autre côté, la négation de soi, voire la négation d'autrui. Pour ce dernier cas, on pourrait penser à ce que dit Freud sur l'amour au début du Malaise dans la civilisation, lorsqu'il répond à son interlocuteur Raymond Rolland. Raymond Rolland dit l'amour océanique, c'est la fusion. Mais ce que montre Freud, c'est qu'au contraire, cette fusion-là, cet amour océanique, presque total et fusionnel, est une annihilation de soi-même et d'autrui. Elle aboutit à détruire les individualités. Et donc, l'abolition du moi et du toi, c'est-à-dire du moi de chacun, dans le désir de fusion, est toujours une négation de la vie. Et juste après, Freud montre que la vie, elle participe aussi d'un processus de destruction, puisque en respirant, je détruis des molécules. Alors, aimer, quand il n'est pas une perte de soi qui est négatrice, renvoie donc à un sentiment constructif, dynamique, qui nous apporte de la souffrance, mais comme le dit Rousseau dans La Nouvelle Héloïse, encore une fois, le royaume des chimères est le seul digne d'être habité. Voilà. Merci beaucoup.